Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube, que vous soyez avec nous radio, que vous soyez avec nous à la télé, que vous soyez avec nous sur le web. Merci de nous avoir choisis, c'est très apprécié. Parlons de choix, vous le savez, l'avortement c'est un choix. Les femmes ont le choix d'avorter et au Québec, au Canada, c'est un choix qu'elles font de façon libre et éclairée. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, la réaction du groupe féministe pour les droits des femmes à ce plan de Martine Biron, le plan du gouvernement pour les 3 prochaines années en termes d'avortement. Mais d'abord, on va commencer l'émission avec un autre sujet qui, bien sûr, touche aussi les femmes, une question féministe, mais pas que. Parce que, comme je le dis depuis des années, pour ne pas dire des décennies, pour ne pas dire un demi-siècle, les droits des femmes, l'égalité, être féministe, c'est être pour l'égalité entre les droits des hommes et des femmes. Donc, ce sont des questions qui concernent autant vous, mes auditeurs et spectateurs masculins, que féminins. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la question des prisonniers transgenres. On va en parler avec Alexandra Houle, qui est présidente d'un tout nouveau regroupement féministe qui s'intitule Réseau féministe québécois. Bonjour, Alexandra, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Madame Durocher, pour votre invitation. Ça fait plaisir. Écoutez, vous avez écrit dans la section « Faites la différence ». D'ailleurs, j'encourage tout le monde non seulement à lire la section « Faites la différence » dans le Journal de Montréal, de Québec, mais aussi à y participer. C'est ouvert à tous les acteurs de la société civile au Québec qui ont envie de s'exprimer sur des sujets. Donc, vous avez écrit une lettre dans la section « Faites la différence ». Ça s'intitule « Féminisme à 2 vitesses ». Pourquoi à 2 vitesses, Alexandra? Écoutez, je pense que vous avez suivi la saga du documentaire sur les masculinistes alpha la semaine dernière. On a eu une mobilisation de fous, une pétition pour retirer les invités de Tout le monde en parle, pour éviter de propager le discours des masculinistes qui serait un fléau au Québec si on se fie à ce que j'ai lu et écouté sur les médias. Mais en même temps que ça, on a eu le début d'un procès de Monsieur Balouse qui a sauvagement assassiné sa femme et ses enfants. Cette personne a décidé de s'auto-identifier femme cet été, juste avant son procès. Et là, cette personne-là, oui, au mois de juin. Et là, cette personne est dans une prison pour femmes, à la prison Leclerc, une prison provinciale. Voilà. Donc, c'est là que vous tirer la sonnette d'alarme. Je veux juste citer la dernière phrase de votre texte qui est très percutant, Alexandra. Vous dites « Combien de femmes devons-nous sacrifier pour valider les identités de genre des hommes dangereux? » Donc, on rappelle que pour l'instant, donc, il a la présomption d'innocence. Mohamed Al-Balouz qui s'identifie maintenant comme Levana Balouz. Donc, on va pas présumé de sa culpabilité puisqu'il est en train de subir un procès, mais quand vous dites qu'il ne faut pas sacrifier des femmes pour valider les identités de genre des hommes dangereux, à quoi vous faites référence précisément, Alexandra? Écoutez, c'est pas le premier cas là, du transfert d'un meurtrier ou d'un agresseur sexuel dans une prison pour femmes. On l'a vu souvent dans les prisons fédérales. C'est la première fois qu'on le voyait dans une prison provinciale. C'est 2 juridictions qui sont différentes, mais les lois ont l'air de s'appliquer de la même façon. Donc, au Québec et au Canada, lorsqu'on s'auto-identifie femme, on n'a qu'à remplir quelques formulaires et on en devient une. Donc là, on assiste à des hommes. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu encore les accusations qui ont été je vous ai pas reconnu coupable, mais il y a des hommes qui ont été reconnus coupables de meurtre sur des femmes, d'agression sexuelle sur des enfants, sur des femmes, et qui sont dans des établissements pour femmes actuellement. Donc, on prend des gens qui ont commis les crimes les plus ignobles sur les femmes et les enfants, et on les laisse purger leur peine entourés de femmes et d'enfants. Tu
Tu sais, vous voyez à quel point c'est pas très cohérent. Je veux dire, au Québec, on est la société qui va dénoncer les agressions sexuelles, la culture du viol. Vous vous rappelez du hashtag #MeToo. N'importe qui avait commis quelque chose pouvait se ramasser sur une liste sur Internet. La liste dit son nom. Il y avait tout un tribunal social qui se faisait pour contrer les agressions sexuelles, etc. Et là, on parle d'hommes qui ont vécu tout le processus légal, là, qui ont été reconnus coupables d'agressions sexuelles, de meurtres. Écoutez, j'ai même vu des cas de nécrophilie, là. On parle de criminels durs et violents, là, qui sont dans des prisons pour femmes. D'accord. Donc, ce qu'on dénonce, c'est que c'est pas, on a deux pas, deux mesures, là. C'est ça. Personne C'est-à-dire qu'en dénonce ça fait, dans les médias. c'est ça. Et en fait, vous êtes la première qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme. Je tiens à préciser, c'est assez particulier parce que ma collègue Valérie Gontier, qui suit les affaires judiciaires pour le Journal de Montréal, Journal de Québec, a très bien expliqué dans le texte où elle parlait de la cause de Monsieur Al-Balouz. Elle a commencé son texte en disant, au moment où les meurtres ont été commis, monsieur s'appelait Mohamed Al-Balouz. Or, maintenant, pendant le procès, il s'identifie comme une femme, donc à la cour, on parle de lui au féminin. C'est très particulier parce que dans la Gazette, on couvre exactement le même procès et la première phrase du texte dit Mohamed Al-Balouz is accused of killing her wife and her children. Donc, c'est complètement contradictoire. Donc, on se trouve... Non, mais la raison pour laquelle j'en parle, Alexandra, c'est que même nous, comme journalistes, couvrir cette réalité-là nous pose un dilemme de vocabulaire même à la base. Oui, parce que vous devez vous dire, bon, est-ce que je conjugue mes pronoms et compagnie en fonction de son identité de genre actuelle ou de celle lorsque les crimes ont eu lieu? Voilà. Puis vous donc, pouvez est-ce que pas c'est... évaluer, vous, si c'est une vraie personne trans, si c'est... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle vit de la dysphorie de genre? Tu sais, je veux dire, vous essayez d'être selon les faits, mais en même temps, ça divulgue une information qui est contradictoire auprès des gens qui vont lire les nouvelles ou qui vont écouter la radio. Voilà, parce qu'on en vient au cœur de la question. Le cœur de la question, c'est l'auto-identification, c'est-à-dire que je pense que vous ne niez pas, et je ne nie pas non plus, que la dysphorie de genre est une réalité. Il y a réellement des gens qui sont atteints de ça. Par contre, dans le cas de Mohamed qui devient Leila, ben on n'en sait pas plus. Levana, pardon, elle se lève un matin, il se lève un matin et dit « Maintenant, je suis une femme ». Et tout le système carcéral se fie sur son ressenti. C'est quand même assez particulier, là. Mais oui, c'est particulier parce qu'il n'y a aucune évaluation. On n'essaie pas de vérifier si cette personne-là souffre vraiment de dysphorie de genre parce que oui, il y en a des gens qui souffrent vraiment de dysphorie de genre. Il y a des femmes trans qui vont commettre des crimes, des vols ou des choses comme ça, qui vont aller en prison. Puis oui, il y a des risques pour ces personnes-là parce qu'ils vivaient femmes avant. Puis tu sais, vous comprenez, je veux dire, pour eux aussi, ils ont droit à une sécurité, mais pour des personnes comme Balouz ou comme Burke qui essayait un agresseur sexuel, qui essayait de se faire passer pour une femme pour avoir une peine plus clémente. On a aussi le cas de Magnota qui a essayé de se faire transférer dans une prison pour femmes qui s'appelle Violette maintenant. Tu sais, vous voyez, on a comme deux profils totalement différents de criminels, dont des hommes qui ont commis des crimes en étant des hommes, qui, une fois rendus dans le système carcéral, deviennent des femmes. Puis là, on les met en contact avec des femmes sur la base de leur ressenti qui est très subjectif. Oui, c'est d'autant plus important, je trouve que c'est un point intéressant que vous soulevez dans votre lettre, que dans ce cas-ci, quand il était Mohamed, il aurait donc tué sa femme, donc c'est un cas de féminicide, donc c'est un peu contradictoire de dire quelqu'un qui aurait, en tout cas qui est accusé d'avoir commis un féminicide, qu'on l'envoie dans une prison pour femmes où il va être en contact avec d'autres femmes. C'est sûr que ça crée un malaise. Vous avez une donnée très intéressante que vous citez dans votre texte. Vous allez peut-être pouvoir nous dire d'où vient cette information. Vous dites 44% des détenus transgenres incarcérés dans les pénitenciers fédéraux ont déjà été condamnés pour des crimes de nature sexuelle et il y en a 41%, c'est une peine liée à un homicide
homicide. Donc, un homicide, bon. Mais quand on dit que ce sont des gens qui ont été condamnés pour des crimes de nature sexuelle, si, je m'excuse de rentrer dans les détails, mais si ces personnes qui s'identifient comme des femmes ont gardé un appareil génital masculin, est-ce que ça peut pas nous faire craindre qu'en effet, au contact d'autres femmes, qu'il y ait d'autres agressions sexuelles qui soient commises dans les murs de la prison? Ben oui, c'est possible, là. Je veux dire, les chiffres qu'on a mis, nous, c'est une étude de Service correctionnel Canada. D'accord. Merci de l'information. Donc, je veux dire, n'importe qui, là, vous pouvez le googler, vous allez trouver les données, l'étude très facilement, là. Ça sort pas de comme ça, là. Non, c'est non. vraiment, je vous pose la question, Alexandra, parce que vous le savez, chaque fois qu'on parle de ces questions-là, on se fait dire, vos sources sont pas bonnes, vous êtes mal informés, vous faites de la désinformation. Donc, je voulais juste que tout le monde sache que vous avez une source claire et fiable pour avancer vos propos. C'est pour ça que je posais la question. Oui, non, c'est ça, je comprends. Puis c'est une étude qui a été faite sur la population trans dans les prisons fédérales canadiennes. Donc, on peut pas avoir meilleure source, là. Je veux dire, c'est un parti qui est neutre qui a fait une étude. Puis, je veux dire, vous allez voir toutes les statistiques. C'est assez troublant, là, de lire ça. Puis, justement, lorsqu'on a mis en vigueur ces lois-là, c'est des lois qui ont été qui ont été votées au niveau fédéral par des députés, qui ont été proposées par des ministres. Les lois pour l'auto-identification, initialement, c'était pour inclure les personnes trans et non-binaires. Oui. Initialement, c'était pour ça. Pour que puissent avoir des droits, qu'il n'y ait pas de discrimination, puis etc., etc. Sauf que là, ce qu'on voit à travers le système carcéral, c'est qu'on a des gens qui se servent de ça. Pas forcément parce qu'ils sont des personnes trans ou qui vivent de la différence de genre. Là, on voit des hommes violents qui ont commis des crimes violents, qui se servent de cette façon-là de pouvoir changer d'identité de genre et de sexe, là. Entre vous et moi, on change pas de sexe, je pense que non, vous savez. change de genre, on change pas de sexe. Exactement, mais là-dessus. C'est ça, je pense que vous connaissez bien la question, mais on n'a jamais pris en considération ce que ça allait coûter pour les femmes qui allaient côtoyer ces personnes-là. Il n'y a pas d'études qui ont été faites. Et pour les gardiens de prison qui doivent faire des fouilles, on le sait, c'est une question qui a été soulevée. En tout cas, moi, je l'ai soulevée avec quelqu'un justement qui travaille au syndicat des agents correctionnels, et ça pose un énorme problème pour les femmes qui doivent faire des fouilles à nu d'hommes qui s'identifient comme des femmes, mais qui sont quand même physiquement encore des hommes. Oui, c'est ça, c'est que ça cause énormément de problèmes, et on n'a pas pris en considération la sécurité des femmes et des enfants qui allaient côtoyer ces personnes-là dans les prisons fédérales. Le Conseil du statut de la femme n'a jamais fait d'études non plus sur la question pour au moins qu'on connaisse l'impact. Ouais, on est comme dans le néant. On a juste vu un côté de la médaille, l'inclusion des personnes trans et non-binaires. Bon, on va leur donner ça, mais on n'a pas du tout évalué ce que ça impliquait comme conséquence. Absolument. Donc, en fait, on peut tout à fait être pour, et j'en suis aussi, pour l'inclusion de tous et d'être dans une société inclusive. Il faut juste s'assurer que cette inclusion ne se fasse pas au détriment des femmes, surtout a fortiori, si on veut justement vivre dans une société où on reconnaît les droits des femmes. C'est un tout petit peu important. Merci pour votre lettre courageuse, très intéressante, Alexandra Houle. Donc, vous êtes présidente du Réseau féministe québécois. Très intéressant. Je sens qu'on va se reparler très bientôt. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Alexandra.